Chapitre 14 Autoroute A10 Dimanche 18 octobre 2015 6h33 Les hommes me nomment Sylvestre II. Je suis pape de la Sainte Église romaine en l'an de grâce 999. Mais pour moi, mon vrai nom, celui auquel je répondrai, dans le secret de mon âme, au moment de ma mort, si elle doit un jour survenir, loin des pourpres et des fastes de Rome, est Gerbert d'Auriac. Je suis né en l'an 945, dans un petit hameau près de la ville d'Auriac, dans le duché d'Aquitaine, sur les terres de l'abbaye. Je ne suis pas issu d'une riche famille, pas plus que de l'aristocratie. On me l'a assez fait sentir, mais cela importe peu, plus maintenant. De mes premières années, je ne dirai rien. Ces souvenirs m'appartiennent, à moi et à moi seul, en particulier ceux qui concernent la mort de ma sœur. Que l'on sache seulement que mes parents étaient des gens simples, des paysans qui savent partir dans la dignité, même dans le dénuement le plus total. J'ai toujours, dit-on, présenté des aptitudes particulières pour les études et les sciences, une capacité à apprendre, une soif de savoir. Je l'ignorais alors, mais je crois maintenant, non, je sais, que c'était par réaction à cette mort injuste, à cause de la misère, de la famine, du froid de cet hiver-là. Un désir de comprendre le fonctionnement de toutes choses, de pouvoir les maîtriser le temps, maîtriser le monde, maîtriser la mort. J'ai toujours su qu'il y avait un sens caché des choses, des mécanismes qui régissent du moindre brin d'herbe jusqu'aux étoiles, des lois qu'avait dû utiliser notre Seigneur quand il avait créé le monde comme un horloger réglant son œuvre, et qu'il suffisait de les connaître, de les comprendre, pour agir sur ce qui nous entoure et tout changer. Je me suis juré, le jour où Aélis est morte, que je connaîtrais ces lois et que plus jamais un de ceux que j'aimais ne mourrait. J'étais tout jeune et plein de rêves. Je ne savais pas encore ce que je sais aujourd'hui. La vie change les hommes. Mais je vais trop vite. Un soir, rentrant à l'abbaye et s'arrêtant près du champ où je gardais le maigre troupeau de mon père, l'abbé me vit, regardant les étoiles à travers un bâton de sureau que j'avais évidé. Il en fut tellement surpris qu'il descendit de son chariot, vint me trouver et discuta avec moi. Il me demanda pourquoi je regardais les étoiles de cette manière. Je lui répondis simplement qu'on les voyait mieux ainsi, et je le lui prouvai en lui passant le bâton. Je lui expliquai aussi ma théorie sur les lois qui régissent le monde, et il se montra fort impressionné. Tellement, en vérité, qu'il décida de m'amener à l'abbaye et de faire de moi un oblat, un de ses enfants confiés au monastère et éduqués par leurs soins. Mes parents avaient besoin de moi pour les travaux de la ferme et étaient tristes de me voir partir. Aussi l'abbé leur offrit-il, pour prix de mon départ, une somme qui les mettait à l'abri du besoin. Ils acceptèrent, et je partis, le cœur lourd. Je ne pensais pas qu'ils me céderaient si facilement. C'était la première fois que mes semblables me décevaient. Ce ne devait, hélas, pas être la dernière. Mademoiselle Mignon reprit son souffle, et, tirant de son sac une petite bouteille d'eau minérale, en but une gorgée. Malo fit remarquer, comme elle rangeait sa bouteille. « Vous trimballez toujours avec votre eau minérale ?»« Mon métier, c'est de parler. J'ai intérêt à entretenir ma voix, » répondit-elle du tac au tac. « Vous voulez entendre la suite, oui ou non ?» Il hocha la tête. « Allez-y. » Ce disant, il s'engagea sur une bretelle et se joignit aux quelques véhicules qui convergeaient vers Paris. Travailleurs matinaux ou touristes en transit. Déjà, les premières maisons banlieusardes parsemaient le vert des bois de leurs silhouettes douillettes et rassurantes. J'avais 7 ans. Je sortais de l'enfance pour entrer dans ce qu'on appelle la jeunesse. Je fus admis à l'abbaye et y commençai mon apprentissage de moine bénédictin, en suivant les offices liturgiques et en travaillant à l'école monastique. Et je dois avouer qu'à partir du moment où j'y entrai, moi qui avais très mal vécu la séparation avec mes parents, j'oubliais tout ce qui n'était pas le savoir. J'y appris à lire, à écrire, à chanter, puis, plus tard, la grammaire latine.
Mon maître, Raymond de Lavore, était un très grand professeur. Je lui dois beaucoup. J'eus également la chance, au scriptorium de l'abbaye, d'avoir accès à quelques œuvres de poésie profane, qui m'ouvrirent l'esprit aux belles lettres, en particulier celle de Boès, qui me fit connaître la grandeur et la splendeur de l'antique culture romaine. La narratrice s'arrêta pour préciser. Gerbert a gardé ce goût pour la poésie et le beau style toute sa vie. C'est pour cela que je vous ai dit avoir un peu simplifié la traduction. Son latin est un peu alambiqué. Malo, ramené à la réalité qu'il avait une fois de plus en partie quitté, nota qu'il se trouvait à hauteur d'Orly. Si rien ne les bloquait, ils arriveraient d'ici 45 minutes environ. La narratrice revenait déjà à son récit interrompu. J'appris tout ce que je pus apprendre à l'abbaye d'Aurillac, mais ma soif de savoir n'était pas étanchée. Au contraire, elle venait juste de s'éveiller, et cette mise en bouche m'avait ouvert l'appétit. J'en voulais plus, toujours plus. Loin de m'apporter toutes les réponses que je pensais trouver, ce que j'avais appris me suggérait 1000 autres questions. J'étais avide de savoir. Mes maîtres n'avaient plus rien à m'apprendre, et je me rendais compte, même si je gardais pour eux un grand respect, qu'à 16 ans, je les surpassais tous. Un nouveau répit, le temps de revenir un peu au XXIe siècle, à cette ville qui brillait maintenant autour d'eux, de tous ces feux électriques, si loin de ce monde où les entraînaient les mots de leurs passagères, qui reprenaient déjà. Mais le sort, ou ce grand architecte qui veille dans le ciel, devait garder un œil sur moi, car il envoya à l'abbaye, cette année 967, la réponse à mes besoins. En la personne du comte Borel de Catalogne, qui, en route pour épouser Ledgarde, fille de Raymond Ponce, comte de Rouergue, marquis de Gothie, fit le détour par Aurillac pour venir vénérer les reliques de saint Géraud, le fondateur de notre abbaye. Il fut reçu par notre abbé, qui, conscient que j'avais atteint ici les limites de ce que je pouvais apprendre, et que je pouvais prétendre à plus, lui demanda si l'Espagne possédait des hommes très instruits dans les arts. Comme il lui répondait par l'affirmative, il lui demanda de me prendre avec lui quand il en rentrerait dans son pays. Quand il m'informa de ce qu'il avait fait pour moi, je le remerciai de tout mon cœur. J'étais, bien sûr, attristé de quitter mes frères et l'abbaye où j'avais grandi, mais je savais déjà que mon destin était ailleurs, que j'étais appelé à de plus hautes charges, et mon besoin, ma boulimie de connaissances à peine éveillée, était démesurée. Alors même qu'elle parlait de cette voix étrange, Malo se faisait peu à peu un portrait étonnamment précis de cet homme d'un autre siècle. Un homme hanté par la mort de sa sœur, par la mort en règle générale, et dévoré par une inextinguible soif de savoir. Il faillit rater la bretelle du périphérique pour sortir porte d'Orléans, et se rattrapa en catastrophe, coupant la route à un autre automobiliste qui le klaxonna d'importance. Il eut un sourire, il était bien à Paris. Il faut que vous compreniez, intervint soudain mademoiselle Mignon, que la Catalogne était en ces temps formée de plusieurs comtés, dirigés par des chefs de grandes familles, fidèles au roi carolingien, mais aussi voisins du califat omeyyade de Cordoue, à son apogée. La cour de Cordoue, dirigée par Al-Hakam II, était le plus grand centre de culture en Occident, et la bibliothèque du calife contenait des milliers de volumes. Les échanges étaient nombreux, et au monastère de Ripoll, entre 948 et 970, les moines recopiaient, sous l'influence de l'abbé Arnulf, des traductions d'ouvrages sur l'astronomie, la géométrie et l'arithmétique. On peut donc dire qu'à cette époque, ces monastères catalans proposaient des études scientifiques. Il passait à côté de la station Alésia. Malo ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur en direction d'Albert, mais ce dernier garda le silence, à son grand soulagement. C'est là que je fis la rencontre la plus importante de mon existence, en la personne de Hatton, évêque de Vic, qui m'accueillit dans son école et devint mon professeur. Il avait étudié les 4 branches du quadrivium, l'arithmétique, la géométrie avec Euclide, traduit par Boès, l'œuvre de Martianus Capella, l'astronomie et la musique à travers saint Augustin. Mais il connaissait aussi les travaux des savants arabes, comme Maslama sur l'astrolabe, les tables astronomiques, les chiffres arabes, l'usage du zéro et l'algèbre. Et si cela n'avait pas suffi, nous nous trouvions à quelques kilomètres seulement de Ripoll et de son extraordinaire bibliothèque. J'étais affamé de savoir, et je trouvais là de quoi rassasier cette faim. J'ai appris le grec,
que j'ignorais jusqu'alors, me familiariser avec la culture antique, grâce à Virgile, les traductions latines d'Hérodote et de Porphyre de Tyr, de Cicéron et encore de Boès. Mais je découvris surtout l'arithmétique, cette science inconnue de moi et pour laquelle je me pris de passion. J'avais enfin l'impression, dans les chiffres, de comprendre le vrai sens, les vraies règles qui dirigeaient le monde, la réponse à mes questions. Les maths? La réponse à toutes les questions? Ça me ferait bien mal. Brusquement coupée en pleine envolée par la remarque tonitruante et indignée d'Albert, mademoiselle Mignon lui adressa un de ces regards dignes de Méduse en personne, capable de pétrifier une armée entière. Elle articula d'une voix dont chaque syllabe résonnait comme un cube de glace tombant au fond d'un verre. « Ça vous intéresse, ce que je raconte ?» Malo, dans le rétroviseur, lança à Albert un regard suppliant. Il y avait des moments où tenir tête et d'autres où il fallait savoir être plus souple. C'était l'heure de la souplesse. Albert dut le sentir aussi, ou peut-être le regard de l'enseignante, même réfléchi par le verre, suffit-il à le dissuader de balancer un de ces proverbes redoutables que Malo lui devinait au bord des lèvres. Qu'Albert en sortant à cet instant précis et c'était mort pour la suite du récit. « Moi, ce que je disais, grommela-t-il une fois de plus de sa voix à faire trembler les vitres. C'était juste un avis personnel. »« Continuez, je vous prie, mademoiselle, » demanda Malo avec l'impression désagréable d'être un élève suppliant un professeur mécontent. La demoiselle se paya même le luxe de lui adresser un regard appuyé qui semblait dire que je ne vous y reprenne pas, avant de replonger les yeux sur ses notes. Je découvris la numérotation décimale et les chiffres arabes, qui avaient commencé à se répandre et qu'utilisaient déjà les marchands de Barcelone. Ces chiffres me fascinaient, ainsi que les possibilités qu'ils offraient. Ils me parlaient. Jongler avec eux m'était facile, naturel. Ce que mes frères trouvaient insurmontable était pour moi un jeu d'enfant. C'est ainsi que j'inventai, à partir de l'abaque romain, mais en y ajoutant les chiffres arabes et des jetons numérotés, un nouvel abaque permettant de poser et de résoudre les multiplications et les divisions. La première machine à calculer, mazette, siffla Malo admiratif. Aton fut impressionné, et je dois avouer que c'était bien mon intention. Je voulais lui montrer mes capacités et recueillir son savoir, tout son savoir que je devinais plus vaste que celui de tous mes autres professeurs. Je n'aurais su dire pourquoi à ce moment-là, mais il y avait en lui quelque chose de spécial. J'avais raison. Elle s'interrompit pour déclarer. Dans ce que je vous ai lu jusqu'à présent, on ne s'éloigne pas trop de la version officielle de la vie de Gerbert, telle que nous la connaissons. Mais je vous préviens qu'à partir de là, vous risquez d'être surpris. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant d'arriver, alors ce serait peut-être bien de ne pas faire trop durer le suspense. Envoyez, on fera le tri. Un étrange sourire retroussa les lèvres pleines de l'enseignante, qui reprit le fil de son récit où elle l'avait interrompu. Je devins son élève, et, en tout, suivis ses enseignements, me révélant bientôt son égal et, je dois bien le dire, son maître. « En tout cas, celui-là, c'était pas la modestie qui l'étouffait !» intervint une nouvelle fois Albert, qui n'avait pu se retenir. Malo se crispa, mais la narratrice, cette fois, décida de l'ignorer. Un jour, alors que je venais de résoudre, grâce à mon abaque et en un temps très court, un problème particulièrement ardu, Aton me fixa longuement, comme s'il pesait le pour et le contre d'une grave décision. Quand je lui demandai pourquoi, il m'observait ainsi, il me dit qu'il venait de décider que je serais son disciple. Je lui fis remarquer que je l'étais déjà, mais il me répondit qu'il ne s'agissait pas du quadrivium ou de la prière, mais d'autre chose. Elle s'arrêta au moment où il passait devant une façade ornée de statues de jeunes femmes nues telles qu'on se plaisait à les sculpter à la fin du XIXe, le quai des Orfèvres. C'était là qu'il aurait dû se trouver, pas dans un petit commissariat au fin fond du Cantal, loin de la ville et de son agitation, de sa vie trépidante. Combien de fois, depuis qu'on l'avait envoyé en exil au milieu des bêtes à cornes, avait-il rêvé de revenir ici? Bientôt, se promit-il intérieurement, bientôt je reviendrai. Je vous avertis, la suite est surprenante. La voix de mademoiselle Mignon le ramenait au récit, mais il nota que son interlocutrice paraissait presque gênée. « Très bien, surprenez-moi, » la pressa-t-il. Il crut qu'elle allait garder le silence, mais elle finit par reprendre. Aton me confia alors qu'il était bien plus qu'un simple moine au service de la Sainte Église, mais un des membres d'une organisation secrète
qui se nommaient elles-mêmes les 9 supérieurs inconnus, détenteurs d'une science millénaire. Cette science, me dit-il, donnait accès à un pouvoir extraordinaire, mais qui, dans de mauvaises mains et mis au service d'une mauvaise cause, pouvait avoir de terribles conséquences. Il m'apprit ainsi que le dernier à avoir déchaîné ce pouvoir était un prince d'une lointaine contrée, les Indes. Il se nommait Asoka, petit-fils de Chandragupta, le premier unificateur de ce grand royaume. Désireux de suivre les traces de son grand-père, Asoka voulut annexer le pays voisin de Kalinga. Mais Kalinga était puissant, et pour le vaincre, Asoka déchaîna contre lui les forces en son pouvoir, des forces héritées d'une antique civilisation disparue. En particulier, une armée d'hommes de métal, dirigée par l'un d'entre eux, l'Homonculus, auquel tous obéissaient. Asoka remporta la guerre en quelques heures à peine. Écrasé par la puissance des hommes de métal, porteurs de mort ardente, Kalinga se rendit. Mais quand Asoka vint sur le champ de bataille et vit les corps de plus de 100 000 braves gisant sur le sol, horrifié par ce qu'il avait fait, il décida de renoncer à ce pouvoir monstrueux pour faire de son royaume un lieu de paix et de spiritualité. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda Malo qui n'en croyait pas ses oreilles. « Vous êtes sûr que vous n'avez pas mal traduit ?»« Mon latin est un peu rouillé, capitaine Sinclair, mais pas à ce point. Tout est là, » ajouta l'enseignante en tapotant le carnet de cuir d'un doigt à l'ongle carmin. « Dans un carnet datant du Xe siècle. On y parle des Indes. Ce n'est pas vraiment étonnant. Les Arabes entretenaient des relations commerciales avec les Indes depuis longtemps, et Gerbert possédait les écrits des savants, penseurs, philosophes et mathématiciens arabes. Ils passaient devant le Louvre qui, sur leur gauche, alignait ses fenêtres et colonnades majestueuses. Par un des porches, ils entrevirent la structure cristalline de la pyramide, éclaboussant les hautes façades de sa vive lumière. « On se croirait dans Indiana Jones !» clama la voix tonitruante d'Albert. Malo et sa passagère échangèrent un regard consterné. « Oui, Albert, » approuva Malo pour ne pas le relancer, comme dans Indiana Jones. Son second, heureux d'avoir fait sonner cette vérité utile, se rengorgea, mais n'ajouta rien. Tournant pour prendre la rue du Louvre, Malo attendit la suite, qui ne tarda pas. Asoka, me confia mon maître, voulait que plus personne ne puisse utiliser ses connaissances pour faire le mal ou à des fins égoïstes. Mais il ne pouvait se résoudre à les détruire, car il se disait qu'un jour, quand l'humanité serait prête, elle lui serait précieuse, et que ce serait un crime vis-à-vis des générations futures que de les laisser se perdre. Il désigna donc 9 sages et confia à chacun d'eux les secrets d'une des branches de cette connaissance ainsi qu'un fragment de l'Homonculus, l'homme de métal, qui était le siège de tout savoir et de tout pouvoir. « L'homme de métal » s'exclama Albert, comme... « La tête, » murmura Malo, « la tête n'est qu'une partie d'un automate. » Ces domaines étaient les suivants. Le premier consistait à étudier les sociétés, à connaître leur développement et prévoir leur effondrement. Le second, plus redoutable, consistait à contrôler les foules et les individus et à mener la guerre psychologique. Elle crut bon de préciser. L'expression « guerre psychologique » est absente du texte originel. C'est moi qui l'ai rajoutée. Malo lui fit signe de poursuivre. Le troisième possédait des connaissances touchant à la microbiologie, lui conférant, entre autres, le pouvoir de l'immortalité. Elle n'eut pas besoin de répéter qu'elle avait d'elle-même ajouté le mot microbiologie. Le quatrième, la physiologie, la connaissance intime des corps vivants, de leur fonctionnement. Il pouvait, me dit-il, foudroyer un homme d'un simple toucher, en inversant les flux d'énergie circulant dans son corps. Elle leva les yeux sur Malo comme pour lui poser une question, mais sembla se raviser et replongea dans ses notes. Le cinquième connaissait le secret de cette science que recherchaient de si nombreuses personnes à travers le monde, la transmutation des métaux. L'alchimie, bougonna Malo en grillant un autre feu rouge. Manquait plus que ça. L'enseignante passa outre son intervention et poursuivit. Le sixième connaissait et maîtrisait toutes les cosmogonies de l'humanité. La cosmogonie, releva Malo. Les légendes concernant la création du monde, le renseigna obligeamment mademoiselle Mignon. Je sais ce que c'est, mais je ne vois pas ce qui... Je ne fais que vous traduire le texte, rétorqua aussitôt sa passagère. Si ce qui est marqué ne vous plaît pas... Non, allez-y, continuez.
Le huitième maîtrisait les secrets et les forces qui attirent les objets les uns vers les autres, du plus petit au plus grand. La gravité, murmura Malot incrédule. Il parle de la gravité. Il semblerait, approuva-t-elle. Mais c'est impossible, objecta-t-il. Avant Newton, personne n'avait mis en avant les lois de la gravitation. Et c'était au XVIIe siècle. Écoutez, je vous lis ce qu'il y a marqué ici. Soit ce carnet est un faux, soit c'est la plus grande découverte historique des 50 dernières années. Admit Malot qui commençait à prendre la vraie mesure de ce qu'il entendait. Continuez, la pressa-t-il à nouveau, en tournant pour emprunter la rue Montmartre, sûr qu'une fois à destination, il n'aurait pas le temps d'écouter ce qu'elle avait à lui dire. Elle reprit aussitôt, consciente elle aussi de l'urgence et du fait que plus ils en sauraient avant d'arriver, meilleure serait leur chance de découvrir le fin mot de l'histoire. Le 9e, enfin, possédait le savoir concernant la lumière. Asoka fit donc démonter l'homonculus en 9 morceaux, la tête, les mains, les bras, les jambes, le buste et le cœur. Chaque supérieur inconnu s'en vit confier un. Il fit aussi retirer de son crâne les 9 tablettes qui lui conféraient son pouvoir et les leur remit également. Jamais, au grand jamais, l'un d'entre eux, cédant à la tentation du savoir, de la curiosité ou du pouvoir, ne devait les réunir. Malot tourna une fois encore entre 2 immeubles haussmanniens aux façades imposantes. Ils arrivaient. Pour cette raison, les 9 supérieurs inconnus qui choisissent et forment leurs successeurs quand vient l'heure de passer la main ne doivent pas connaître l'identité des autres pour ne pas tenter de s'emparer de leur savoir. Ainsi, chacun ne connaît qu'un seul de ses pairs, qui lui-même en connaît un autre, qui... et ainsi de suite. Relevant la tête vers lui, elle rejeta ses cheveux au beurre, au reflet feu en arrière, pour achever. Il me fixa soudain avec une intensité presque douloureuse pour me demander si, sachant tout cela, j'acceptais de devenir son disciple, de prendre sa place et d'endosser son fardeau en tant que supérieur inconnu. Comment aurais-je pu refuser? Alors qu'elle achevait sa phrase, la voiture tourna au coin de la rue où Malot put lire la plaque « Boulevard Montmartre ». Ils étaient arrivés.